La place des terreaux, centre de la cité, passage obligatoire de l'espace habité. Les jeunes belaisants, le cartable à la main, autour du grand jet d'eau retrouvent leurs copains. Et puis, par petits groupes, sous forme de cortège, ils remontent la rue qui les mène au collège. Ils passent résignés sous le porche cintré, percé en plein milieu du bâtiment d'entrée. Ce petit pavillon offre beaucoup d'espace. Il héberge à l'étage plusieurs salles de classe. En haut de l'escalier, sur la gauche, en retrait, la classe de 6e de l'abbé Gimaret. La classe de 5e, à l'autre extrémité, c'est à l'abbé Puget qu'elle était affectée. Sur la terrasse, au cœur du petit bâtiment, la classe du père Coup, professeur d'allemand. Un linguiste éclairé est grand admirateur des écrivains teutons, de Goethe et de Schiller. En tant qu'ecclésiastique, il connaissait très bien les langues dites mortes, le grec et le latin. Or, il était doué d'une oreille savante, et il avait un goût pour les langues vivantes. Il avait fait le tour des langues occidentales, et voulait se tourner vers celle de l'Oural. Ainsi, il décida qu'il apprendrait le russe. Il s'y mit aussitôt, et s'y tint mordicus. Quand il sortait pour faire sa marche journalière dans les allées du parc, réciter son bréviaire, il n'oubliait jamais d'apporter avec lui un roman de Tolstoï ou de Dostoïevski. Ses connaissances étaient quasi universelles, les maths, l'astronomie, les sciences naturelles. Avec le père Puget, ils ont modernisé la collection d'herbiers de l'antique musée. Chercheur infatigable, c'était un érudit. Sa passion de toujours fut la géologie. Où allait-il, assis bien droit sur sa moto, avec, par-dessus la soutane, un sac à dos? À Anderes. Le dimanche, la messe il célébrait. Le jeudi, aux enfants le caté il faisait. Au retour, il fouinait dans les vieilles carrières, où il avait déjà trouvé de belles pierres. Et dans les éboulis, à l'accès peu facile, autour de contrevoses en quête de fossiles. Il ne gardait chez lui que quelques raretés. Sa collection était de grande qualité. Il s'en servait, bien sûr, dans son enseignement. Il montrait ses trésors en classe au bon moment. Dans le livre, des images, des photos, des dessins. Des spécimens vrais et réels dans sa main. Les prêtres dans l'ensemble étaient des gens actifs, mais lui, le père Puget, c'était un vrai sportif. Il était amateur et joueur de football, et avait sa licence dans l'équipe locale. Il encadrait l'école des jeunes du jeudi. Plus de 40 enfants, toute l'après-midi. Heureux, tous ces enfants jouant dans l'allégresse. Sous leurs crampons tout neufs, que de belles promesses.
Parmi tous ces bambins, footballeurs valeureux, venant de Lamartine, ils étaient très nombreux. Avec un bon vivier de ses futurs champions, il a pu composer une équipe maison. Il a ensuite œuvré au premier lancement d'un championnat UXL dans le département. Lui et ses homologues de 4 institutions se sont groupés pour faire une vraie division. Le petit séminaire, bien sûr, de Meximieux, Saint-Louis Saint-Pierre de Bourg et Saint-Louis de Dagneux. Ces rencontres, pour tous, étaient une ouverture. Aller jouer à Bourg, mon Dieu, quelle aventure! Le père Puget avait bien eu raison d'y croire. 4 matchs joués et autant de victoires. Il faisait travailler quelques points décisifs pour insuffler l'esprit d'un jeu plus collectif. L'appui et le soutien pour garder le ballon. Le 1-2 rapide pour l'accélération. Le dribble latéral et le centre en retrait, gestes qui, à coup sûr, font trembler les filets. Beaucoup de tous ces jeunes entraînés par l'abbé sont devenus très bons joueurs du CSB. Un matin par semaine, il tenait la questure. Il gérait en interne un stock de fournitures. Les élèves pouvaient remplacer in situ leur matériel usé ou qu'ils avaient perdu. À la récréation, il ouvrait le comptoir. Un essaim se formait sur le bord du trottoir. Il était devenu commerçant en soutane et rendait la monnaie, fumant une gitane. Il était au besoin curé de la Burbanche. Il célébrait là-bas la messe du dimanche. Il prenait sa moto qu'il avait agencée pour fixer son panier et sa canne à lancer. Quelques minutes après que la messe était dite, il allait au furan prendre 2 ou 3 truites. Il était fin pêcheur, connaissait la rivière. Aucune hésitation sur le choix des cuillères. Il s'arrangeait ensuite pour être bien à l'heure au rendez-vous du match. Il était footballeur. Il filait sans tarder jusqu'au stade Argenton. Il changeait de tenue et chaussait les crampons. Il jouait arrière droit dans l'équipe première. Excellent à ce poste, il était titulaire. Son jeu sobre et précis était plein d'élégance. Il était collectif et soignait la relance. D'un fair-play exemplaire, le curé footballeur inspirait le respect parmi tous les joueurs. Un prêtre, le dimanche, en short sur le gazon, c'était du jamais vu dans toute la région. La 4e était la classe du père Lay. Professeur de latin, de grec et de français. On traduisait César et sa rugueuse prose. Des Bello Gallico en régime overdose. Il était musicien et en particulier se trouvait très à l'aise devant tous les claviers. Il était en accord avec la cathédrale, où il était chargé de la vie musicale. Il tenait l'harmonium à la messe chantée, sachant être discret avec autorité. Il avait tous les dons de l'accompagnateur. Précis dans les départs, il guidait les chanteurs.
Le chœur séminariste et tous les paroissiens chantaient à plein poumon, et ça sonnait très bien. À la cathédrale, il exerçait sa prêtrise, mais il était surtout le chef de la maîtrise. Le dimanche, après vêpres, c'était répétition, qui s'achevait toujours par une collation, une boisson sucrée et d'excellents gâteaux achetés rue Saint-Jean chez maître Perceval. Cette maîtrise avait un bon niveau de chant. Elle était reconnue dans le département. Elle fut invitée au creux du Val d'Enfer pour l'inauguration du nouveau cimetière. Le général de Gaulle lui-même était présent. Ils ont chanté pour lui le chant des partisans. Sa famille habitait les coteaux d'Apremont, en terre savoyarde. Ils étaient vignerons. Le vignoble du lieu est connu justement pour une production d'un excellent vin blanc. Ils étaient sur Belay les fournisseurs uniques pour le nombreux clergé d'un bon vin liturgique. Le chardonnay fruité, la divine roussette. Il n'en restait jamais dans le fond des burettes. Le professeur de maths, c'était le père Gautier, qui, au premier regard, inspirait la pitié. Une démarche gauche, fortement claudicante, déformait son allure de façon inquiétante. Cette malformation biaisait son caractère. Il était redouté, un professeur sévère, un esprit peu commode, à tendance caustique, plein de malice, mais souvent humoristique. Un élève soudain se montrait dissipé et se faisait surprendre en train de ricaner. Et là, vous qui riez, non pas Eleison. L'élève allait souffrir jusqu'à ce que ça sonne. Mais comment expliquer que cet ecclésiastique ait pu avoir un rêve quasiment fantastique? Malgré son handicap, il a fait la gageure de fabriquer tout seul sa petite voiture. 2 amis artisans étaient là pour l'aider. Pour l'assemblage, Antoine et Manu pour souder. Ils y sont parvenus. Dans son automobile, il allait fièrement faire son tour de ville. Pétarade étonnante, une berline unique, volute de fumée, la prouesse technique. Le destin lui avait joué un vilain tour. Il prenait sa revanche en faisant ce parcours. La classe de première était la terminale. C'était le premier bac, un palier capital. Élève à Lamartine, pas question de ratage. Tout au long de l'année, c'était du bachotage. Le père Écuvillon imposait la terreur. Gavage de latin et beaucoup de par cœur. La consigne était simple, ou ça passe, ou ça craque. À la fin de l'année, ils ont tous eu leur bac. Aussitôt qu'arrivaient les congés estivaux, le père Écuvillon chargeait sa 2 chevaux et partait pour 2 mois de raid en solitaire
rejoindre les régions vers le cercle polaire. Objectif, le Cap Nord, les moments recherchés des jours où le soleil ne va pas se coucher. Voir la fin de la terre et sa courbe bleutée, seul devant l'infini, face à l'éternité. Derrière le collège, dans les années 50, il y avait un pré légèrement en pente qui suivait en montant la courbe du coteau. Il fallait l'aplanir pour en faire un plateau et transformer ce champ en un terrain de sport. Le père Écuvillon, sans compter ses efforts, à la pelle, à la pioche, ruisselant de sueur, décaissait sans relâche la partie supérieure, puis, dans une brouette, il transportait la terre, qu'il déversait plus bas, pire que les galères. Les élèves, emballés, venaient coopérer. L'enthousiasme initial fut de courte durée. Le chantier décolla grâce à la pelleteuse prêtée par un ami, de façon généreuse. Le père Écuvillon, professeur de latin, se transforma très vite en conducteur d'engin. Il se mit aux manettes, qu'il a manipulées jusqu'à ce que le sol fût enfin nivelé. Ce travail de Romain, un projet un peu fou, le grand Charles, en 3 ans, en est venu à bout. Le collège formait une construction terne et présentait l'aspect d'une ancienne caserne. Les 2 volumineux bâtiments en équerre évoquaient une vie aride et bien austère. Le préau, aligné sur les mornes façades, les travées de fenêtres au visage maussade, toutes les pierres usées et vieillies par les ans luisaient avec ennui dans l'environnement. Mais, selon les jésuites, une ambiance ascétique peut devenir un vrai atout pédagogique. Et un cadre sévère viendrait faciliter le bon déroulement de la scolarité. De ce bon vieux collège, le supérieur en titre, dans les années 50, c'était le père Pitre. Il a perpétué les bonnes traditions et a su apporter de vraies innovations. Pour l'internat, il fut un homme d'ouverture, les loisirs du dimanche, le sport et la culture. Il a organisé de multiples projets, randonnées en vélo à travers le Bugey, parties de pêche au Rhône, la Laune de Périeux, escalade et rappel aux Moines à Torsieux, ciné-club mensuel en fin d'après-midi, les classiques, les Chaplin, les Laurel et Hardy. L'hiver, sortie de ski, la fécla, le revard. Ah, ils furent gâtés les internes, les vénards. En anglais, la 3e était très agitée. Jamais on n'avait vu prof aussi chahuté. Pour que la discipline y retrouvât sa place, le père Pitre n'a pas usé de la menace. Il venait dans la classe s'asseoir à un bureau. Il assistait au cours sans dire le moindre mot. Du coup, ça travaillait, et au fil des semaines, les élèves changèrent et se calmèrent d'eux-mêmes.
Il en profitait pour corriger des copies. Pour lui un gain de temps, pour elle un vrai répit. À la fin du trimestre, dans un climat serein, la professeure avait repris sa classe en main. « 21 mars. Les jours continuent de grandir. Les feuilles des platanes commencent à s'ouvrir. L'étude des premières est calme et silencieuse. Ce n'est pas tous les jours qu'elle est aussi studieuse. Le père surveillant peut souffler un moment. À 6 heures précises, soudain, 3 claquements. Les élèves se lèvent et crient « Vive le printemps !» Le retour des beaux jours, quoi de plus important? Le rythme régulier des tâches ordinaires, strictes et imposées, forgeait le caractère. Une scolarité menée tambour battant donnait à ses élèves un niveau épatant. Virgile ou Cicéron, un peu chaque matin, c'est aperto libro qu'il lisait le latin. Les années écoulées en ces lieux édifiants furent pour les élèves un réel fortifiant. Au moment décisif de leur adolescence, elles orientaient leurs pas, prévenaient les déviances, et formaient la matrice de leur entendement, le fond de leur culture et de leur jugement. Par le style, la rigueur et par l'éducation acquise entre les murs de cette institution, ces jeunes devenaient de vrais Lamartiniens, armés pour affronter le trivial quotidien. Ils y ont contracté l'indestructible pli. La mission du collège a été bien remplie. Le monde religieux n'était pas au programme, pas la moindre pression exercée sur leurs âmes. Leur conscience suivait l'esprit de l'Évangile qui, de partout, hantait ce vertueux asile et maintenait en eux, dans leur vie intérieure, une foi de jeunesse ancrée en profondeur. Ton cercle, cher Alphonse, vit encore, qui l'eût cru? Ses membres, tu le vois, n'ont pas tous disparu.